Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram après le match contre Séville. Donc il y a des questions sur Porto, sur Séville, il y a un peu de tout, on y va. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, on va expliquer un petit peu le concept. Après les matchs, généralement sur Instagram, en story, je mets une petite boîte à questions. Vous pouvez venir me poser des questions, généralement sur le match, mais si vous avez des questions sur la vie, en général, comment on fait les bébés, tout ça, je sais pas, c'est pas à moi de vous dire normalement, mais disons que vous pouvez poser quelques questions si vous voulez. Donc il y a eu pas mal de questions, une bonne cinquantaine de questions, donc on va essayer d'en prendre un maximum. Évidemment, je pourrais pas tout prendre comme d'habitude, vous savez, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc on commence tout de suite avec Khalidou qui dit le nombre incalculable de ballons que Gavi récupère est sous-coté. Exactement. Gavi est en train de nous faire une masterclass, de nous pondre des masterclass sur masterclass. C'est assez incroyable. Voilà, c'est un nouveau rôle pour lui aussi. On connaissait, enfin un nouveau, en tout cas au Barça, parce qu'en Espagne il avait ce rôle un peu plus milieu, on va dire, mais là c'est encore autre chose. En l'absence de Frenkie, on a un milieu, on va dire récupérateur. C'est pas vraiment un milieu récupérateur Frenkie, mais bon, vous avez compris, une sorte de double pivot qu'on a plus forcément. Et on a à côté Oriol Romeu qui est pas forcément au niveau non plus, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de trouver un petit peu des solutions. Et Gavi là, à l'heure actuelle, est dans pas la forme de sa vie évidemment. Le gamin n'a que 19 ans quoi. Il a que 19 ans et il est déjà très très important. Vraiment c'est bon, après c'est comme d'habitude. Je pense que le Gavi, le joueur est assez sous-coté. On en a déjà parlé. J'avais déjà sorti une vidéo sur Gavi, tout ça. Dans les commentaires, il y en avait certains qui disaient oui, Gavi est sous-coté. Gavi c'est un joueur qui est quand même qui a un profil assez varié, on va dire. Pas forcément, je vais pas dire complet, mais parce qu'il est encore jeune, tout ça. Quoique, mais très très varié on va dire, parce qu'il a ce côté assez technique où quand il était chez les jeunes, je l'ai déjà dit, mais il marquait quand même énormément de buts, il avait un rôle un peu plus offensif et on l'a vu arriver en équipe première et essayer peut-être de se différencier. Alors je sais pas si c'est lui qui s'est mis dans ce truc là, je sais pas si mais Gavi de toute façon il a toujours mis de l'engagement dans ce qu'il faisait. Je veux dire, il a un caractère comme ça, Gavi. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur Gavi, des portraits, tout ça. Il a un sacré caractère, le gamin. Depuis de toute façon tout petit, c'est comme ça. Donc après il arrive sur un terrain et ce caractère là il se transforme en un joueur très volontaire, je sais pas, très, très engagé sur le terrain. Il donne sa vie sur le terrain, sa vie pour le Barça, pour les Tussons, et il y en a qui continuent à pas trop aimer le joueur. Je comprends pas pourquoi, genre ils considèrent le joueur comme un simple catcheur alors que franchement il est en train de montrer là non seulement qu'il gratte des ballons comme tu dis, il récupère pas mal de ballons, mais en plus de ça il fait le jeu aussi, et ça c'est un peu sous-coté aussi. C'est lui qui fait le jeu, qui distribue, qui joue, qui dicte par moment le tempo aussi, qui gère le milieu quoi. Le mec a 19 ans, c'est pas forcément entre guillemets, c'est pas sa qualité première, c'est pas lui en tout cas que quand tu vois le milieu qu'on a, tu vas pas dire c'est Gavi qui va gérer le milieu, tu vois. Ça va être Frenkie, ça va être Pedri ou alors Gundogan, tu vois. Et finalement là, celui qui gère vraiment le milieu actuellement, c'est Gavi sur les derniers matchs. C'est assez fou de se dire ça, mais c'est comme ça. Donc c'est bien pour la suite. Ça montre aussi peut-être une évolution avec le temps dans son rôle sur le terrain, plus que ça. Comme j'ai dit, il a un profil assez varié, assez technique, mais aussi il gratte quand même beaucoup de ballons, il met de l'engagement, il tacle, il y va quand même. Donc on sait que son idole aussi c'est Verratti. Donc est-ce que avec le temps il va se transformer plus comme un milieu récupérateur qu'un milieu offensif? C'est possible. C'est possible, parce qu'il jouait comme un faux ailier, il avait déjà joué, il y en avait certains qui se disaient il pourrait jouer comme un faux neuf, tu vois, parce qu'il a cette qualité technique peut-être, mais après, faux neuf c'est compliqué, peut-être avec son gabarit, face à des défenseurs costauds, c'est compliqué Gavi, mais pourquoi pas jouer comme à l'image de Verratti. Franchement, Verratti était un excellent joueur de football, malgré le fait qu'il fumait des clopes à la mi-temps, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une possibilité. On verra comment on va évoluer un peu sa carrière, mais c'est assez intéressant, je trouve. Question de Jojo, qui dit avec toutes ces blessures, penses-tu qu'on a toujours nos chances en Ligue des Champions au vu du match d'aujourd'hui? C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Je peux pas te dire c'est fini parce que Rafinha s'est blessé, on a Pedri et Frenkie qui sont absents. C'est fini, on n'ira pas loin en Ligue des Champions, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression avec les Ligues des Champions, les amis. Faut arrêter ça. Je sais que c'est compliqué parce que voilà, tout le monde veut aller le plus loin en Ligue des Champions. Moi aussi, y a pas de problème. Moi j'aimerais bien la gagner, même la Ligue des Champions. Hein. Si tu me dis on
on peut la gagner, vas-y. Mais il faut pas se mettre autant de pression. On verra match après match. Là, on va avoir un match contre Porto qui va arriver. Ça va être vraiment du costaud parce que c'est Porto déjà, c'est quand même une équipe difficile à jouer. Il y a du talent. Mais en plus de ça, c'est chez eux. Donc forcément, ça sera pas aussi simple qu'un match à domicile contre Antwerp, quoi. En gros, hein, pour pas, j'ai pas envie de critiquer Antwerp, de les tailler, mais vous m'avez compris. C'est forcément pas le même niveau. C'est plus un match. Là, ça ressemble plus à un match de Ligue des Champions pour le coup. Donc forcément que ça sera compliqué. On a des blessés qui s'enchaînent. On a quand même des retours. On a Araujo qui est de retour entre temps, qui est revenu. Mais voilà, Rafinha qui s'en va, qui rejoint Pedri et Frenkie. Ce qu'il faut savoir aussi en termes de blessures, c'est que Pedri, il est en train de bien récupérer apparemment. Sa récupération, elle se passe bien. Normalement, il est prévu, c'est prévu qu'il revienne pour Bilbao, donc retour de trêve. Et Rafinha, ça avait donné une absence. Voilà, il est blessé, biceps fémoral, vous connaissez. Le club est assez positif, on va dire. C'est les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. Ils sont assez positifs avec la blessure de Rafinha, dans le sens où peut-être il sera de retour après la trêve aussi, tu vois. Donc si après la trêve, on récupère déjà Pedri et Rafinha, petit à petit, tu vois, pas forcément direct, tu vas pas les mettre 90 minutes, mais vous m'avez compris. C'est déjà un point assez positif, tu vois. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faudra que Frenkie revienne et que tout le monde monte comme ça en puissance, reprenne un peu le rythme aussi. Après de blessure, on sait que c'est pas facile parce qu'il y a des matchs importants qui vont arriver. Le mois d'octobre, il est complet aussi. Avant le Classico, retour de trêve, concrètement, on a 3 matchs quand même assez difficiles. On a le match contre Bilbao. Je crois que c'est à l'extérieur, si je me trompe pas, je suis pas sûr, mais Bilbao, Shakhtar et le Real Madrid. Donc ça, c'est tout ça tous les 3 jours. On a peut-être Bilbao samedi ou dimanche, mardi ou je crois que c'est mercredi le Shakhtar et 3 jours après le Real Madrid. Donc ça va être très compliqué, ça va être très tendu ce mois d'octobre, cette fin de retour de trêve comme ça. Moi ce que j'espère c'est déjà qu'à la trêve il n'y aura pas de blessés encore plus et que mais ça faudra bien gérer la trêve, faudra bien gérer les joueurs, faudra pas que c'est compliqué. On sait qu'avec les sélections, les sélectionneurs ils gèrent leurs joueurs comme ils veulent quoi. S'ils ont envie de faire jouer Koundé tous les matchs, ils feront jouer Koundé à tous les matchs. Christensen, on sait que c'est difficile. Ça se trouve, Araujo va retourner avec l'Uruguay, il va aller jouer un match de boucher en Amérique du Sud. Compliqué. Moi, j'ai peur. J'ai un petit peu peur qu'on perde la moitié de l'équipe pendant la trêve. Ensuite, question de Youssef qui dit un milieu Fermin, Gavi, Gundogan en 6 comme milieu type entre guillemets en attendant le retour des GOAT. Ça dépend. ça dépend de... Oui, c'est possible. C'est possible qu'on voit ça, oui. En tout cas, de toute façon, quand on regarde les milieux, on a derrière Oriol Romeu. Il y en a plein qui disent ouais, Roberto, c'est abusé. Enfin, c'est abusé. Ils sont contents, mais ils sont là, Roberto, c'est un sacré message que Xavi envoie à Roberto quand tu vois que c'est Fermin Lopez qui rentre. Mais Roberto, il est pas considéré comme milieu, les gars. Qui tu mets en arrière droit derrière Cancelo si tu mets pas Roberto? Tu vas mettre Araujo, il va être de retour là, il va se blesser encore. À chaque fois qu'il s'est blessé, Araujo il a joué latéral juste avant. Je sais pas si ça a un lien, mais quand même, peut te poser des questions. Koundé qui est excellent en défense centrale, tu le mets plus latéral, c'est fini cette histoire. Donc en fait, si tu veux faire reposer Cancelo, tu mets Roberto à droite. Donc c'est réglé. Après le milieu, il nous reste derrière Oriol Romeu. On voit qu'Oriol c'est compliqué, il va falloir faire des rotations quand même. Oriol il pourra jouer quelques minutes, faire souffler aussi ses collègues. Mais ce milieu là, comme tu dis, Fermin, Gavi, Gundogan, il est plutôt intéressant, oui. Il est plutôt intéressant. Maintenant, à voir comment on organise un petit peu tout ça avec Cancelo aussi qui vient jouer au milieu. On l'a vu contre Séville, Cancelo quand même, il est resté plus en latéral droit que milieu de terrain. Mais c'est assez intéressant. On a un milieu assez varié. Là, le problème, c'est on n'a pas forcément de récupérateur. On a Gavi qui gratte des ballons, tout ça. Mais on n'a pas vraiment de milieu purement défensif. Donc ça dépend les matchs. On en aura peut-être besoin, tu vois, en soi. Mais je trouve ça assez intéressant. Là, le gros casse-tête pour moi, c'est quand Frenkie et Pedri vont revenir. Qui va sortir du 11? Est-ce que Gavi va sortir du 11? Je pense pas. Moi, je mettrais un double pivot Gavi-Frenkie. Et après, il n'y aura plus qu'une place pour le milieu. Soit on enlève Félix et on met un 4e milieu, soit on met Gundogan ou Pedri, mais il faudra faire un choix entre Gundogan et Pedri. Pour moi, à l'instant T, Frenkie est important parce qu'il n'y a personne d'autre vraiment à ce poste-là. Et Gavi, c'est un peu pareil finalement. Tu peux alterner Gavi et Gundogan aussi en double pivot. Tu peux mettre Gundogan, Frenkie pour moi, si Oriol n'est pas au niveau vraiment. Mais voilà, il faudra tourner entre tout ça. Mais pour moi, pour le moment, Gavi est indispensable au milieu. Comme à chaque fois en fait.
assez étonnant, mais on en revient toujours au même. Xavi est fondamental. Question de l'Afrique qui dit Xavi a-t-il une limite à son talent? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait de limite. La seule limite pour Xavi, c'est le ciel. On est toujours étonné de Xavi, tu sais, on fait les étonnés comme si, alors qu'on sait très bien, on le voit tous qu'il a du talent, mais chaque fois il repousse les limites du possible, on va dire. Parce que quand tu vois Xavi, tu te dis, c'est un joueur dans ce style-là, tu vois. Il va juste mettre de l'engagement, voilà. Il y en a plein qui disent, voilà, Xavi c'est juste un catcheur, voilà. Mais là, il est en train de prouver que malgré tout ce qu'on peut penser de lui, il est aussi bien plus que ça. Il commence à nous faire une Xavi, le type. Il commence à jouer comme Xavi, plus ou moins, mal compris, pas forcément pareil, mais il y a des similitudes, il y a des choses. Donc c'est assez intéressant, il est en train de développer son football aussi petit à petit. De toute façon, on sait que les jeunes comme ça, ils ont besoin de jouer au haut niveau comme ça pour se développer. Xavi, il a la chance de pouvoir le faire, tout comme Lamine, tout comme Fermin qui a un peu moins de temps de jeu, mais voilà. Et il va se développer encore. Il va se développer. Moi, tout ce que je vois, c'est que au milieu, les gars, on a Frenkie, on a Xavi, on a Pedri et dans une moindre mesure pour l'instant on a Fermin Lopez. On a des talents de... Bref, on a des talents de ouf au milieu les gars. Pour le futur c'est quand même monstrueux. Surtout quand on voit que devant il y a Lamine Yamal. On pouvait se dire, il y a pas encore très longtemps, on se disait la Masia elle produit plus. Notre dernier gars en date qui est monté, c'est Sergi Roberto, tu vois. Bon, il y avait Araujo qui vient plus ou moins de la Masia, on va dire, on va appeler ça la Masia. Il vient de la B, quoi, mais voilà. Mais on avait perdu un petit peu cette chose-là, quoi. Ce lien entre, tu vois, Masia et équipe première pendant quelques années. Et là, bizarrement, ça correspond plus ou moins avec le retour de Laporta, de Xavi, même si Koeman avait fait quand même confiance à certains jeunes, évidemment. C'est beau. C'est beau. Ensuite, on a Martin qui dit Christensen sous-côté. Ouais, c'est vrai, sous-côté un petit peu Christensen parce que bon, il y a Koundé aussi qui est très très sous-côté quand même. Il y en a plein en fait qui disent avec le retour d'Araujo en fait, soit Koundé, soit Christensen va sauter. Alors moi, j'adore Ronald. Vous connaissez mon amour pour mon bébé Ronald. Voilà, je kiffe le joueur. Mais quand on voit Christensen et Koundé dans cette équipe actuellement, et après évidemment le niveau d'Araujo actuellement c'est facile de dire ça parce qu'il est pas forcément très en forme on va dire, mais je comprends pas à quel point la plupart des supporters sous-cotent vraiment Christensen qui est un de nos meilleurs défenseurs la saison dernière quand même. Assez régulier, il s'est blessé tout ça, mais assez régulier dans ses performances. Là, au début de saison, il était pré-saison, tout ça, il était pas ouf. Là, il revient bien, petit à petit, il monte en puissance et il est vraiment monstrueux en fait. Parce qu'en fait, le gars, forcément, les mecs comme ça, c'est des mecs sous-cotés parce que tu les vois pas trop en fait. C'est des monsieur propres, tu vois. Ils vont gratter des ballons, ils vont récupérer, intercepter, faire une petite tête, sécuriser. Tout ce qu'ils vont toucher comme ballon, ils vont le bonifier, ils vont le rendre propre, tu vois. Ils vont nettoyer un peu tout ça. C'est des monsieur propres quoi. Et ça c'est des joueurs sous-cotés parce que évidemment quand tu vois Ronald arriver sur le terrain et balancer un giga tacle qu'il arrache tout et qu'il est puissant et que voilà il va jouer de l'épaule, tu vas voir que ça en fait. C'est comme Gavi en fait, c'est à l'image de Gavi en fait, c'est pareil. Gavi il fait plein de choses bien, mais vu qu'il va faire un gros tacle, il va prendre un carton, tout le monde va dire ah voilà il a encore pris un carton, il fait encore des tacles, c'est un catcheur. Ouais mais il y a d'autres choses les gars, il faut regarder aussi ce qui n'est pas forcément perceptible tu vois. Et c'est ça le problème avec les défenseurs encore plus parce que les défenseurs qu'on a actuellement, Koundé et Christensen, leur profil c'est que c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs très intelligents dans leur déplacement tout ça, c'est des joueurs très intelligents dans leur vista aussi, c'est des joueurs qui sont très importants à une équipe comme le Barça parce qu'au Barça on doit savoir relancer vraiment court et casser des lignes et propre, tu vois, avoir une bonne qualité de passe. On l'a vu, regardez juste l'exemple. Alors j'ai pas envie de tomber sur eux en mode voilà c'est comme ça qu'ils jouent, mais regardez le match de Araujo Inigo Martinez en termes de passes. On a tout de suite vu une énorme différence entre ça et les matchs de Koundé et Christensen parce que on a pris deux défenseurs qui savent qui ont un très bon jeu balle au pied, Koundé et Christensen, et tu passes d'un coup à deux gars qui ont beaucoup plus de difficultés dans le domaine. Donc d'un coup tu vois une énorme différence. Et tu dis mais ils ont fait un match dégueulasse. Bah ouais, parce que le problème c'est que le Barça la plupart du temps ce qu'ils ont c'est qu'ils ont le ballon et donc la plupart du temps il faut que les défenseurs savent jouer au ballon, savent faire circuler le ballon et jouer intelligemment avec le ballon, tu vois, faire des bonnes passes. Et quand t'as des défenseurs comme ça qui savent pas trop le faire, direct, voilà, il faut savoir aussi intervenir, faire un bon tacle, une bonne interception quand il le faut parce qu'on joue tellement haut que c'est dangereux. C'est pour ça que Koundé aussi est aussi important en fait. Parce que Koundé il a cette anticipation, il permet à l'équipe de jouer tellement haut que lui c'est pas grave, il pourra derrière assurer
avec un grand espace et quasiment seul au monde, il pourra quand même assurer, tu vois. Il a ce mélange, on va dire, entre presque Araujo, même s'il a pas le même physique, mais c'est un mix entre Araujo et Christensen, Koundé. Et c'est ça qui est intéressant avec lui. Christensen derrière, voilà, c'est si tu veux mettre Araujo, le côté physique, tu mets Araujo, mais je trouve que cette défense Koundé-Christensen est pour l'instant la meilleure en fait, et elle est assez sous-cotée. Ensuite, on a Lucas qui dit: salut Café, est-ce que tu penses qu'avec Rafinha ou out, Fermin aura sa chance de s'imposer? Je pense que oui, il a montré là. Il est rentré à la 35e minute, donc il a joué quand même une bonne partie du match. Il a joué quoi, 1 heure quoi. Et il a montré que oui. Il pouvait apporter des choses. Même Xavi l'a remarqué. Alors je sais plus exactement ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match, Xavi, mais il a dit que Fermin avait un grand talent, qu'il était important à l'équipe aussi, que forcément qu'il avait peut-être pas eu des minutes, mais que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. Et moi je suis d'accord avec ça, parce que quand on voit le match de Fermin, je l'ai dit dans le débrief ou je l'ai dit dans l'analyse, je sais plus, mais j'ai dit que quand Fermin il rentre sur le terrain, c'est pas juste pour faire souffler, tu vois, des fois tu fais rentrer un mec et il apporte rien, tu vois. On pense tous peut-être au même joueur, mais il apporte pas grand chose, c'est juste numériquement pour faire souffler l'autre, tu vois. Il va pas t'apporter, il va pas faire de différence quand il va rentrer. Bon après voilà, quand tu changes un défenseur, il va pas faire de différence dans le match, il va juste essayer de, tu vois, c'est pas forcément la même chose. Mais là, Fermin Lopez il a un profil plus offensif, mais quand il rentre, tu vois direct qu'il est rentré. En fait, il est pas invisible. Et à chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois qu'il est rentré, on l'a vu en fait. Donc ça, c'est une chose positive. Et je pense que oui, il va avoir sa chance. Il va avoir sa chance. Maintenant, il va falloir bien le gérer. Il faut pas, parce que un tel est blessé, que d'un coup, allez, titulaire à tous les matchs, 90 minutes et tu enchaînes jusqu'à ce que Pedri et Frenkie reviennent, tu vois. Là, il va y avoir 2 matchs avant la trêve, je crois, si je ne m'abuse. Donc le match Porto et après, j'ai plus le match, je m'en souviens plus, mais le match le week-end prochain. Donc il y a 2 matchs. Il va falloir faire des rotations entre Romeu, Fermin, Gundogan aussi, tu vois, et bien gérer ça pour pas qu'on ait d'autres blessés, ça serait un peu con. Ensuite, question de Sané Malado qui dit: comment t'as trouvé Gundogan dans son nouveau rôle de 6? J'ai trouvé intéressant Gundogan. J'avais dit quand Gundogan est arrivé au Barça, j'avais dit qu'il pouvait jouer plusieurs rôles. Que quand on signe Gundogan, ce qui est bien, c'est qu'il est assez polyvalent au milieu de terrain. Il joue dans un milieu plus haut, tu vois, plus offensif. Il est important dans le dernier tiers, tout ça. Mais il sait aussi jouer en double pivot et dans un rôle de 6. On l'a vu à City la saison dernière. Moi, un des derniers matchs que j'ai vu de City, mis à part la Ligue des Champions, tout ça, mais j'avais vu un match de Première Ligue où il avait fait une masterclass complète alors qu'il était du coup numéro 6. Rodri ne jouait pas et il avait joué à côté de, j'ai plus son nom, mais Rico, peut-être Lewis, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Il avait joué en double pivot à côté de Rico et Lewis et c'était lui le 6. C'est lui qui restait le plus bas, qui gérait le jeu, tout ça. Il avait fait une masterclass. Il avait mis un doublé en plus. Mais bon, bref, c'est City, c'est pas pareil. Mais masterclass son match. Et là, encore une fois, il a été très bon en fait. Mais le problème qu'on a aussi, c'est que évidemment qu'il peut jouer en 6, plus dans un rôle de meneur de jeu en fait. Parce qu'il va pas tacler, il va pas récupérer les ballons, tout ça. Mais il peut gérer le jeu, comme le faisait Busquets en fait, tout simplement. Donc moi, de base, quand Gundogan il est arrivé, j'ai dit qu'il est pas venu pour ça non plus. Gundogan il est venu pour apporter aussi, en l'absence de Pedri, parce qu'on le sait que Pedri, au moins une fois par saison, il est absent. Donc le truc, c'est qu'il est là pour que quand il n'y a pas Pedri, bah, tu ressentes pas l'absence de Pedri devant, tu vois, offensivement parlant. Et c'est le cas pour le moment, tu vois. Pedri est absent depuis je sais pas combien de temps, mais on le remarque pas forcément. Pourquoi? Parce que bon, Gavi était excellent, parce qu'il y avait Frenkie, et parce que Gundogan est là aussi. Gundogan t'apporte, bonifie tout un collectif parce qu'il est intelligent dans son jeu, tu vois. Même si ça se voit pas forcément dans les stats, il apporte quand même beaucoup à cette équipe. Et là, on le voit dans un nouveau rôle. Alors, je dis pas qu'il faut pas qu'il joue en 6, tu vois, et je dis pas qu'il faut absolument qu'il joue devant, tout ça, mais je l'ai dit déjà, il pourra tourner. Quand il est arrivé, j'ai dit, il pourra forcément, son rôle principal pour moi, Xavi l'avait dit en plus, qu'ils l'ont pris pour ça, pour jouer plus offensif. Mais quand Pedri reviendra et que Pedri pourra jouer un peu plus haut, Gundogan, il pourra redescendre aussi un petit peu, tu vois. Ils pourront échanger en fait. C'est ça qui est bien aussi, mais Gundogan, il est polyvalent et il est intéressant en 6. Donc comme je l'ai dit, voilà, c'est lui qui mène le jeu, c'est lui. Mais il lui faut un gars à côté, je pense, qui récupère, qui gratte des ballons, tu vois. Et après, il avait fait un match. Je reviens sur ce que j'ai dit avec son match à City où il avait été excellent. Mais City, c'est différent. C'est tout un collectif, tout un bloc qui presse, tu vois.
Quand quelqu'un perd la balle, ils vont récupérer direct la balle parce qu'il y a vraiment ce bloc équipe, tu vois. Et au Barça, là, cette saison, on l'a pas encore. On l'avait la saison dernière où on récupérait pas mal les ballons, il y avait un contre-pressing intéressant. Là, cette saison, on l'a pas, ça, concrètement. Donc c'est un peu dangereux, tu vois aussi. Si Gundogan se retrouve avec des espaces encore et qui doit défendre des grands espaces, c'est compliqué pour faire un contre-pressing, tu vois. Pour récupérer des ballons, ça va pas le mettre dans les bonnes conditions. Mais si vous le mettez à côté d'un Frenkie, par exemple, qui a un gros volume de jeu, qui peut combler un peu les espaces, et lui qui est là juste pour dicter le tempo, à la Busquets en fait, tout simplement. Je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répète, il n'est pas forcément venu pour ça. De base, il est venu pour apporter cette créativité proche de la surface. Donc on verra. Mais il faut pas donner de limite à Gundogan. C'est ça qu'il faut faire tout simplement. Il vient pour ça, il vient pour ça, il vient pour ça, on s'en fout. Tout simplement, le joueur peut jouer à tous les postes. Il faut juste profiter de ses qualités. Quand on a besoin de Gundogan plus bas, on le met plus bas. Quand on a besoin de Gundogan plus haut, on le met plus haut, tout simplement. Ensuite, question de Riyad, qui n'est pas une question, qui dit, comme plein de monde l'a oublié, on salue la belle passe de Ferran sur le but. Hashtag Team Ferran, hashtag Ferran je t'aime. J'avoue que ouais, il y en a pas mal qui l'ont oublié. Je sais pas, moi-même j'en ai même pas parlé pendant le débrief. À chaque fois que je parle de Ferran, on vient dans les commentaires me dire Ferran il est nul, machin. Bon, voilà, c'est... Donc j'arrête d'en parler. Mais oui, excellente passe. Et je l'ai mis je l'ai montré aussi dans mon analyse hier. Oui, effectivement, Ferran il fait un bon centre. Hein. Il lève la tête, il voit l'appel de Lamine au second poteau, il le serre. Lamine qui veut mettre en retrait pour Fermin. Malheureusement, c'est Ramos qui voulait marquer. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Il a fait une bonne rentrée, Ferran. Mais ça montre aussi, peut-être, que si on veut s'arrêter 2 secondes sur Ferran, que c'est ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Mais après, d'un côté, je veux dire, des fois, il faut aussi faire autrement. Mais on m'a dit que Ferran est plus intéressant, et je pense que c'est assez logique, en doublure. Quand il rentre, en fait, en cours de match, tu vois. Quand il est titulaire, ça va être plus compliqué pour lui. Quand il rentre en cours de match, il va apporter ce regain d'énergie, ce boost, tu vois, en cours de match, tu vois. Et c'est peut-être logique, tu vois. Mais d'un autre côté, les gars, t'es obligé de temps en temps de le mettre titulaire. Tu peux pas arriver et mettre tout le temps les mêmes titulaires, tu vois, et faire rentrer Ferran 15-20 minutes en fin de match. Il faut aussi des fois tourner, tu vois. Il faut aussi donner à Ferran un peu plus de temps de jeu. C'est même pas pour lui donner du temps de jeu, mais c'est pour que les autres soufflent aussi. Par exemple, Joao Félix, par exemple, Lamine Yamal, tu peux pas enchaîner 90 minutes ou même 1 heure tous les 3 jours, tu vois. Il y a des matchs tous les 3 jours, les gars. Lamine Yamal, lui, la saison dernière, il était encore avec des gamins de 16 ans à jouer sur des terrains qui sont pas pareils, contre des enfants aussi, pas des bouchers, pas contre des bus, et ils jouaient pas tous les 3 jours, tu vois. Donc tu vois, tu peux pas passer de Lamine comme ça, qui joue des petits matchs, à d'un coup, gros match tous les 3 jours, match de Ligue des Champions, allez, vas-y Lamine, vas-y, t'inquiète, amuse-toi, surtout avec Rafinha qui est blessé maintenant. Compliqué. Ensuite, on a Mokhtar qui dit bon match de Baldé, mais il lui faut une meilleure concurrence que Marcos pour se surpasser. Ouais, c'est clair. Je ne comprends toujours pas et je suis encore désemparé que le Barça ne soit pas allé sur Grimaldo. Après, le truc, c'est que, en fait, je pense qu'ils sont pas allés sur Grimaldo. Je sais pas pourquoi. Mais disons que je me dis peut-être qu'ils se sont dit que ça allait freiner Baldé, tu vois. Parce que si tu viens, si t'amènes Grimaldo là, concrètement, qui est en train de faire une très bonne saison à Leverkusen, si tu ramènes Grimaldo au club, parce qu'il vient de la Masia évidemment, si tu t'amènes ce joueur-là, Grimaldo il va être titulaire en fait. Je suis désolé pour Baldé, mais Grimaldo est beaucoup plus intéressant que Baldé en soi. Forcément, Baldé il a cette puissance, cette percussion, tout ça, mais Grimaldo il a tout. Il met même des coups francs avec le Bayer Leverkusen, donc il a une bonne qualité de frappe, bonne qualité de passe. C'est un joueur aussi intelligent. C'est un joueur qui a une qualité quand même très offensive, donc voilà. Et puis ça reste aussi un bon défenseur, Grimaldo aussi. Il a des bonnes qualités de défensive, il fait beaucoup de tacles et tout. Quand il joue à Benfica, il récupérait énormément de ballons. Donc Grimaldo c'est un joueur, un latéral assez complet. Si on l'avait pu le ramener, je pense que ça aurait pu laisser un peu plus de temps, on va dire, à Baldé, où ça lui a vraiment un gros concurrent. Mais je pense que Grimaldo serait passé devant en fait, avec le temps. Avec le début de saison de Baldé, oui, je pense que Grimaldo serait passé devant, tu vois. Et peut-être que ça aurait freiné aussi la progression de Baldé, c'est ça le truc. Donc si on veut que Baldé soit le titulaire indiscutable de l'équipe, mais que puisse le faire souffler et le mettre un petit peu en concurrence, il faut prendre un joueur un peu moins fort que Baldé. Sauf que le problème, c'est que Marcos Alonso, il est à des années-lumière, j'ai l'impression. Pas en termes de qualité de passe, parce que Baldé, je sais pas s'il y a un seul centre qui passe, mais c'est assez triste. Il y a Alex Valle aussi. Alors, saison prochaine, je sais pas si Alex Valle va être gardé, parce que ça dit aussi que Alex Valle, il a un beau talent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alex Valle, c'est un latéral gauche de la Masia aussi. Il jouait en Barça B il y a pas si longtemps que ça. Ils alternaient Alex Valle, Baldé, tu vois. Baldé s'était blessé là, pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Et ben
à Let's Valle, il avait remplacé Baldé et il était excellent. Je trouvais qu'il y avait vraiment du talent chez ce gars-là. J'en parlais par moment, je crois, quand je parlais des jeunes de la baie, enfin de la Masia en général. Et là, il a été prêté à Levante. Il est en train de faire une saison plutôt excellente. Donc là, le club, ils sont très contents de son prêt. C'est un peu comme à l'image de Fermin Lopez, en fait. T'as des joueurs comme ça qui sont pas encore adaptés à l'équipe et t'as besoin d'envoyer jouer à un plus haut niveau. Levante, ils sont en division 2, tu vois, pour qu'ils se développent un peu plus, tu vois. Ils s'améliorent tout simplement. Le principe du prêt dans une meilleure équipe pour que le gars il ait du temps de jeu et tout ça, quoi. C'était pareil avec Fermin Lopez qui a pu se développer à Linares. Vraiment, qui a fait un prêt excellent, qui marquait des buts, qui faisait des passes D. Il est revenu, voilà, Fermin Lopez actuel. Et à Let's Valle, c'est un peu le même principe. Donc maintenant, le club, est-ce qu'ils vont le ramener pour être une doublure de Baldé? Ça en parlait il y a quelques temps, qu'ils étaient intéressés pour faire ça. Mais ils se disent aussi que s'il vient à Let's Valle pour être la doublure de Baldé, il aura pas assez de temps de jeu et il va pas encore se développer comme il faut, tu vois. Donc on va voir. Mais c'est sûr que Marcos Alonso n'a pas le niveau vraiment pour remplacer Baldé, parce que le problème c'est qu'il est beaucoup trop lent, tu vois, pas assez rapide, et que défensivement on n'est pas serein avec Marcos Alonso. Concrètement, je pense que on peut tous le dire, on n'est pas serein. Ensuite, question de Moulinax, Mathieu Chidi, penses-tu qu'il s'agit de manque de réussite dans ce match ou d'un problème plus profond? Je pense que c'est un manque de réussite en vrai. Je pense que c'est un manque de réussite. On a eu, enfin regardez la barre de João Félix, ça se joue à rien, tu vois, ça se joue à rien. Il y a pas mal d'actions, il y a des actions de Rafinha. À un moment il part tout seul, il se fait un peu faucher par derrière. Bon, je dis pas qu'il y a pénalty, à mon avis c'est à l'entrée de la surface, mais bon, si le joueur le fauche pas, Rafinha il arrive face au goal, peut-être qu'il peut mettre son petit but. Rafinha il a eu 2-3 occasions avant de se blesser, Lamine il a eu 2-3 occasions, Lewandowski aussi il y a eu des occasions, mais il a pas réussi. Félix qui met sa barre, il y a eu pas mal d'occasions. On aurait pu faire finir ce match franchement au moins avec un peu plus de chance, peut-être 3-0, quelque chose comme ça, tu vois, facile. Parce que Séville c'était facile, mais il nous a manqué un petit peu de chance, quoi. Il nous a manqué un petit peu de chance. Je sais pas si ça va continuer comme ça, j'espère pas, mais je pense pas que ce soit vraiment un problème très profond. Ensuite, question de Julien qui dit: doit-on recruter Sergio Ramos en neuf pour marquer des buts? Ça peut être une solution aussi. Il a l'air de vouloir marquer pour nous, donc pourquoi pas. Solution au mercato d'hiver. Ensuite, question de Babsni qui dit: Fermin titulaire gagne sa place pour Porto. Gundogan meilleur en 6. Bonne continuation, frérot. Merci frérot. Fermin titulaire face à Porto. Ouais, il y a moyen. Après, à voir. Peut-être que le milieu titulaire sera Gavi, Roméo et Gundogan. C'est possible. Mais Fermin aura du temps de jeu dans tous les cas. Je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer, je pense pas qu'il faut faire les déçus non plus. On peut pas s'attendre, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce que Fermin soit titulaire, indiscutable et tout ça. Il faut faire attention, voilà, il faut pas non plus s'enflammer, mais il a le talent pour, en tout cas, ça c'est clair. Après, est-ce que Gundogan est meilleur en 6? Je sais pas s'il est meilleur en 6. Mais en fait, quand on voit Gundogan en 6, il touche beaucoup plus de ballons. Les ballons arrivent plus à lui et il peut gérer le jeu comme il veut, tu vois. Dicter le tempo, distribuer tout ça. À la différence de quand il est beaucoup plus haut, c'est plus compliqué d'aller le chercher, il touche moins de ballons, forcément, et il a pas le même rôle non plus. Donc est-ce qu'il est plus important offensivement quand il est haut sur le terrain, ou est-ce qu'il est plus important pour l'équipe quand il est bas? Ça, c'est la grande question. Il faudrait voir sur plusieurs matchs, les gars. Parce que là, on a comparé un match en gros contre Séville où ils étaient pas en bloc bas, ils avaient pas posé de bus, et lui il avait beaucoup de liberté au milieu en tant que 6, à un match où avant contre Mallorca il y avait très peu d'espace, ou même les derniers matchs, Mallorca, Celta Vigo, tout ce que tu veux, il y avait peu d'espace, et Gundogan il touchait moins de ballons aussi quand il était plus haut, tu vois. Donc forcément on va dire ouais il est moins bon quand il est plus haut, mais c'est pas les mêmes matchs non plus, les mêmes contextes. Donc faudrait peut-être à la limite tester Gundogan en 6 quand on joue contre des blocs bas, voir si il apporte plus du coup. Dernière question de Anto qui dit: salut Café, tu penses que ce système peut fonctionner contre Porto mardi? Salut. Je ne sais pas, je me suis pas encore penché sur Porto, mais évidemment Porto ça va être une équipe qui va être difficile à jouer. Bon, voilà, ça on peut s'y attendre, mais je pense pas que non plus Porto ça va être une équipe qui posera le bus. Donc c'est possible. Je sais pas comment ils jouent, je t'avoue, donc je pourrais pas te dire il faut jouer en 4-3-3 tout ça. Là évidemment contre Séville on a joué autrement, on a fait autrement. On a vu un João Félix peut-être aussi un peu moins visible. Les seules fois où João Félix a été intéressant, c'est quand il rentrait dans l'axe, quand il était vraiment axial. Là, la plupart du temps, il était dans le couloir. Donc, est-ce que ça limite aussi João Félix de jouer comme ça, collé à la ligne? Ça, c'est possible. Maintenant, on verra. On verra. Peut-être que contre Porto, on aura par exemple Oriol Romeu au milieu, donc ça sera peut-être différent. Peut-être que du coup, vu qu'on a Oriol au milieu, peut-être que Cancelo va jouer plus milieu axe pour apporter cette qualité de passe, tu vois, parce que Oriol, il l'a pas forcément. Je ne sais pas.
Pour moi, Auriol pour le moment est assez mal utilisé dans le sens où moi je le mettrais en troisième central en fait. Je l'utiliserais comme ça. Et tu le joues en 6, tu joues avec 2 défenseurs centraux, tu fais monter les 2 défenseurs centraux, tu fais descendre Auriol qui est là juste en troisième central pour faire la passe aux 2 autres défenseurs, tu vois. Moi j'utiliserais Auriol comme ça et je laisserais Cancelo, tu vois, en double pivot, qui peut échanger peut-être avec Gundogan, tu vois, dans certains cas. Donc on verra quoi, dans quel système on joue. Comme je vous l'ai dit, bon, je me suis pas encore penché sur Porto, mais la vidéo d'avant-match devrait pas tarder. On va se pencher là-dessus, on va regarder un peu les matchs de Porto. Je crois qu'ils ont perdu récemment contre Benfica. Donc on va voir un petit peu, je vais essayer d'analyser un peu ce match, voir comment on peut jouer. Et puis voilà, j'en parlerai dans l'avant-match. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vais aller voir le Barça B aujourd'hui, je vais m'éclater. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée. Ciao.